Raconteuses et raconteurs, bonjour et bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Je suis Mike Cessno. Et je suis Yannick Lejeune. Vous attendiez cet épisode avec impatience. On va dire que la crise sanitaire a un peu heurté notre planning, mais aussi celui de nos invités. Heureusement, pour sortir du marasme ambiant, on va parler d'évasion dans des univers fantastiques. Comme des millions de personnes à travers le monde, Yannick et moi sommes friands d'univers fantastiques, de mondes imaginaires, de magie et de féerie. Notre premier invité est un incontournable de la BD franco-belge, on lui doit de nombreuses séricules, parmi lesquelles Les Feux d'Askel, Les Naufrages d'Ithaque et bien sûr L'Enfeust et Trolls de Troie. Nous avons le plaisir d'accueillir le prolifique Christophe Arliston. Christophe est l'auteur de plus de 250 albums, de romans. Il fut aussi le rédacteur en chef de Feu l'Enfeust Mag pendant plus de 20 ans. Il est le fondateur du studio Godferdom et depuis 2018 éditeur chez Draco, maison qu'il a co-créée et qui se spécialise dans l'imaginaire, la fantasy et la science-fiction. Avec lui, nous recevons l'autrice de BD et romancière Audrey Alouette, à qui l'on doit notamment Les Aventuriers de la Mer, adapté de l'œuvre de Robin Hobb, mais aussi la série Princesse Sarah, qui mêle récits dramatiques et aventures steampunk. On lui doit aussi le roman de fantasy Les Poisons de Cathars et plus récemment les aventures de Magic Charlie aux éditions Gallimard, à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Audrey est également à la barre d'une newsletter à succès et donne régulièrement des masterclass sur l'écriture. Donc qui de mieux placé que ces deux-là pour nous parler de fantasy ? Avec eux, nous explorons les spécificités du genre, la puissance des récits empreintes fantastiques pour dépeindre notre société, la création d'un bon univers et puis de nombreux conseils pour se faire éditer. À noter pour nos fidèles auditeurs que nous avons dû enregistrer cet épisode à distance par la magie de la visioconférence. La prise de son sera donc un peu différente de d'habitude, mais nous espérons que vous apprécierez cet épisode autant que nous avons eu plaisir à le réaliser. Des trolls, des magiciens, des épées et des sortilèges, c'est dans La Machine à écrire et c'est maintenant. Pour commencer notre podcast, on a une question qui est récurrente. Cette question, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? On commence avec Audrey. Disney avait coutume de dire qu'une bonne histoire, c'était un bon méchant. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Enfin, d'ailleurs, c'est amusant quand Encanto, le dernier Disney, est sorti. Moi, j'ai vu passer sur les murs respectifs Facebook de nos amis des gens qui justement disaient oui, mais c'est un scandale. Il y a pas de méchant. Il y a pas de vrai adversaire dans Encanto. Alors que moi, j'avais trouvé ce dessin animé absolument extraordinaire. Et ce qui me plaisait, c'était précisément que l'adversité était pas juste un méchant tout vêtu de noir avec un petit sourire cruel. Une bonne histoire, moi, je pense que ce sont des personnages forts. C'est un univers puissant aussi. En fantasy, c'est important. Moi, je pense que le merveilleux a une très grande importance. Et pour que le merveilleux fonctionne, je pense que justement, il faut travailler l'univers. C'est surtout, je crois, le lien entre les personnages qui est important. Il faut une bonne histoire. Pour moi, c'est des gens qui s'aiment. On dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je crois que c'est pas vrai. Vaincre les problèmes, c'est aussi une façon de devenir heureux, d'être heureux, de retrouver le bonheur. Donc, pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire où il y a du lien entre les personnages. Est-ce que quand tu dis qu'il y a pas forcément besoin d'un bon méchant, est-ce qu'un bon méchant, c'est pas forcément quelqu'un qui est vêtu de noir et très terrifiant, mais juste qui est le bon antagoniste par rapport au protagoniste, qui est le bon opposé, qui est pas forcément la caricature de Dark Vador? Ah oui, on peut, par exemple, si on pense au film Don't Look Up, le film sur Netflix avec cette météorite qui se dirige vers la Terre et qui risque d'exterminer pas toute vie sur Terre, mais carrément la planète, on peut se dire que le méchant, là, il est bien posé parce que c'est d'abord la météorite qu'il faut vaincre, mais pas seulement. On se rend compte que le méchant est beaucoup plus large que ça, puisqu'il faut aussi vaincre le déni planétaire qui fait que personne ne veut écouter ce que les scientifiques ont à dire, etc. Donc là, oui, en effet, le méchant ici, il est très très intéressant parce que c'est pas en effet juste un type habillé de noir, c'est ce qu'il y a au fond de nous, enfin c'est vaincre nos problématiques. On peut considérer que le méchant, en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et pour toi, Christophe, qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Je rejoins assez la conception d'Audrey, et c'est pas par hasard, puisque c'est ce qui nous permet de travailler ensemble. C'est en effet l'univers d'abord, avoir un univers fort et cohérent, c'est indispensable. Soit on est dans du contemporain ou de l'historique, donc là l'univers on le connaît, il est forcément cohérent, soit quand on est dans les imaginaires, on doit avoir construit cet univers parce que il va être le mur sur lequel on va pouvoir faire rebondir la balle des personnages. Après, avoir les relations humaines, c'est ce qui fait avant tout une bonne histoire. C'est pas par hasard, on me l'a souvent fait remarquer, si dans mes scénarios, j'ai toujours un groupe
de personnages. Je serais incapable d'écrire l'histoire d'un héros solitaire. J'écris toujours des personnages secondaires parce que ça permet toutes les interactions, ça permet l'expression des émotions, ça permet les scènes de comédie aussi, auxquelles je suis très attaché. Et en effet, Audrey a raison quand elle dit qu'on n'a pas besoin d'un bon méchant parce que il y a un autre film qui pour moi est un pur chef-d'œuvre, tout le monde le reconnaît, qui est Totoro, tout simplement, qui est un film qu'on peut montrer aux enfants tout petits parce que c'est au contraire un film dans lequel il n'y a pas de méchant, mais où les enfants sont confrontés à leur peur primale, c'est-à-dire la peur du noir, la peur de la perte de la maman. Le méchant, c'est l'ensemble de toutes ces peurs fondamentales qu'on a tous au fond du ventre et qu'on conserve encore à l'âge adulte, sous des formes différentes, mais ça fait la fortune des psys. Aller au fond des personnages, et c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne histoire, même si c'est une histoire qui a l'air empreinte de légèreté, qui a l'air de ne pas forcément vouloir faire une étude psychologique poussée. Mine de rien, cette trame psychologique, ce fond d'interaction entre les personnages, c'est pour moi ce qui va définir la qualité d'une histoire. Là, tu as parlé d'imaginaire. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire de fantasy? C'est quoi les marqueurs de la fantasy? Alors moi, si j'aime employer le mot imaginaire, c'est justement pour ne pas avoir à disséquer en sous-sections à l'infini, parce que après on part dans la fantasy, la dark fantasy, la planète fantasy qui rejoint la science-fiction, la fantasy contemporaine qui rejoint le fantastique, enfin tout est ouvert, et c'est pour ça que je préfère garder ce mot d'imaginaire qui est beaucoup plus vaste et qui permet de regrouper tout ce qui n'est pas du réaliste contemporain ou historique. Pour moi, la fantasy, c'est la plus fantastique machine à métaphore jamais inventée par l'être humain. J'aime beaucoup travailler sur le symbole. Quand on écrit de la fantaisie, on peut faire appel à des choses qui nous parlent à tous, c'est-à-dire, je pense qu'on a presque tous grandi, sinon c'est triste, avec les contes, qu'on appelle vulgairement les contes de fées, mais qui sont en fait beaucoup plus vastes. Les contes, c'est les premiers récits qu'on nous offre à nous, humains, quand on est tout petit, et c'est la première fois qu'on se coltine avec le symbole, avec tout ce qui est abstrait en fait. Je crois que la fantaisie, elle permet une très très grande abstraction que ne va pas forcément permettre un récit contemporain. Par ailleurs, il y a autre chose, c'est le merveilleux, l'émerveillement et la capacité à s'émerveiller. La fantaisie, toutes les littératures de l'imaginaire, on dit aussi que ce sont les littératures du merveilleux. C'est quelque chose qui est absolument sous-coté dans nos sociétés actuelles et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui nous est nécessaire en tant qu'être humain. Souvent, on remarque d'ailleurs que en grandissant, beaucoup de gens perdent, et ça aboutit à des dépressions, donc preuve que c'est pas anodin, beaucoup de gens perdent de la capacité à s'émerveiller, et en particulier si on voit ça, si on observe ça chez un enfant qui a perdu sa capacité à s'émerveiller, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, c'est un enfant qui ne va pas bien, et il faut absolument s'en occuper en urgence, il faut réparer cette capacité à s'émerveiller, et donc pour moi ça passe par le merveilleux. Le merveilleux, c'est quelque chose qui va aider profondément à la narration intérieure, et la narration intérieure, on en a tous besoin pour se construire en tant qu'humain, parce que c'est une bonne narration intérieure, c'est ce qui va nous permettre de bien interréagir vers l'extérieur. Donc évidemment, moi je suis peut-être un peu trop intérieure, on va dire, et pas suffisamment extérieure, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, et je trouve que la fantaisie, c'est mon genre de prédilection, donc je vais le dire, on va dire que je suis de parti pris. Pour moi, c'est mieux que le fantastique et mieux que la science-fiction, qui est la science-fiction, elle est toujours très très connectée au réel. La fantaisie, elle est un petit peu moins. Elle est vraiment, c'est quelque chose de vraiment très intériorisable, et c'est ce qui m'intéresse dans le genre. Christophe, moi je t'avais entendu dire à ce propos que dans la fantaisie, il y avait une notion de refuge. Pour commencer, je rejoins Audrey sur le fait que ça fait partie de nos bases, parce que il y a le conte de fées, et il y a aussi ce qu'on a tendance à oublier, qui est que absolument toute notre culture occidentale, mais c'est valable aussi dans toutes les autres cultures, elle est basée à l'origine sur toute la mythologie grecque. L'ensemble des récits de la mythologie grecque, ça n'est qu'une suite d'aventures de fantaisie. C'est complètement à 100% de la fantaisie. L'Odyssée, Jason et les Argonautes, le Minotaure, tout ça, c'est de la pure fantaisie. On a été nourri à ça. C'est pour ça que c'est assez paradoxal que la littérature actuelle ait tendance à rejeter ce qui finalement a été sa base. Et pour faire un peu de provo, je dirais même que la Bible elle-même est un formidable récit de fantaisie d'un bout à l'autre. Mais le refuge, pour en revenir à ce point-là, c'est la distance que ça nous permet de prendre par rapport à notre monde.
C'est-à-dire que la fantaisie est une machine pour moi à regarder notre monde et à en parler avec un recul, avec un décalage. C'est en ça qu'elle est intéressante. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les relations, les personnages, l'humain, c'est au centre de mon histoire, mais l'histoire en elle-même va toujours s'ancrer dans des choses qui viennent de notre monde et je vais pouvoir en parler. C'est en ce sens-là qu'il y a refuge. Je vais pouvoir en parler en prenant de la distance, en faisant un pas de côté, en les regardant de plus loin. Moi, je suis journaliste de formation, je pourrais, ça se fait beaucoup en ce moment, prendre des sujets chauds et aller faire un bouquin sur Poutine et l'Ukraine en ce moment. Non, je préfère transposer la situation en fantaisie, qui va me donner une plus grande liberté et en plus ne pas tomber sous le feu des critiques sur le fait que je peux supputer ceci ou cela, mais ça va me donner une plus grande liberté pour discrètement parler d'un sujet qui finalement est un sujet récurrent après, parce que ce type de situation, ce type de guerre revient régulièrement. La fantaisie, pour moi, c'est ce recul sur notre monde. Ce recul, on peut le retrouver aussi dans la science-fiction, et tu t'es essayé à la science-fiction aussi, mais on te retrouve quand même plus souvent sur la fantaisie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire plus spécifiquement dans la fantaisie pour prendre ce recul-là et avoir ce filtre? La fantaisie permet justement d'interpréter toutes les situations et d'avoir plus de fantaisie dans la façon de le traiter. La science-fiction, telle que je l'ai abordée moi, c'est plus souvent du space opéra, c'est-à-dire que ça reste de la fantaisie en réalité, version légèrement technologique. La pure science-fiction technologique, la hard science, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup moins parce que là, on est dans des supputations, des contraintes techniques, des choses qui sont censées être plus ou moins crédibles à moyen terme. Et c'est un domaine dans lequel je me sens moins à l'aise parce que finalement, j'ai moins la place et la liberté d'aller vers l'humain et d'aller vers le fond des sujets. Mais il y a des auteurs qui le font très très bien. C'est vraiment là un sentiment personnel. Est-ce qu'il y a des règles pour créer un univers? Est-ce que, Audrey, tu peux nous parler de la création de Magic Charlie et puis Christophe après de celle de l'Enfeust? Comment vous avez imaginé l'univers qui dépasse même les personnages? La création d'un univers, c'est toujours quelque chose de complexe, mais je pense que c'est comme quand on commence n'importe quel projet d'envergure. D'abord, on va faire ses courses, on commence à rassembler des ingrédients, on en ramasse de plus en plus, on en cultive certains, on va en acheter d'autres tout près. Après, on passe en cuisine et on commence à arranger le tout, et puis on se rend compte qu'il nous manque des ingrédients, donc il faut retourner faire les courses, et puis en fait on fait ça à peu près 72 fois, et puis le premier gâteau est raté, donc on en recommence un, et puis on essaie de s'améliorer. Enfin, la construction d'un univers, c'est quelque chose à la fois de long, de fastidieux, d'expérimental, et en même temps de complètement galvanisant. Dans le cas de Magic Charlie, moi je suis partie d'une histoire qui m'est arrivée. D'abord, j'ai perdu ma grand-mère, elle est morte de sénilité. Je l'ai vue se départir de tous ces petits morceaux d'histoire qui font qu'on est des êtres humains, parce qu'on est tous composés d'histoire. Et je l'ai vu oublier des pans de mémoire, se détricoter sa mémoire et nous oublier ses enfants. À la fin, elle savait même plus parler. Et donc voilà, elle est morte comme ça, quelque part, toute nue sans ses histoires. À peu près en même temps, c'est mon auteur phare qui est décédé, Terry Pratchett. Lui, il est mort de la maladie d'Alzheimer. Quand sa maladie a été annoncée, enfin, je pensais qu'il lui restait plus de temps que ça, donc j'ai acheté les derniers livres qu'il a fait, et puis on sentait que livre après livre, il y avait des petits bouts de lui qui s'en étaient allés aussi. Il poussait plus les métaphores comme avant, enfin, c'était plus écrit tout à fait pareil, mais je l'avais l'impression que mentalement, je lui tenais la main, je lui disais mentalement, mais je lirai tes livres jusqu'au bout, je te tiens la main, nous lâche pas. Et puis, quand il est mort, j'avoue que c'est le seul auteur dont j'ai vraiment, vraiment pleuré la mort. Suite à ces deux histoires, je me suis dit, voilà, je vais écrire un livre, il y aura un héros. J'avais déjà écrit beaucoup d'héroïnes, donc voilà pourquoi j'ai choisi un héros. Et je me suis dit, voilà, il aura une grand-mère, et sa grand-mère devra absolument lui transmettre quelque chose. Le problème, c'est que elle ne peut pas lui transmettre cette chose-là, puisque on lui a volé sa mémoire. Sauf que, bon, c'est de la fantaisie, donc en fait, techniquement, le héros va pouvoir retrouver la mémoire de sa grand-mère. Et je me suis dit, voilà, la magie, il faudrait que ça soit la métaphore de quelque chose. Donc je me suis dit que ça allait être la métaphore de la langue française. Donc il y a un collège de 40 académiciens qui sont appelés les immortels. Pour une bonne raison, j'ai ramené des allégories dedans. Donc il y a l'allégorie de la mort en particulier, il y a l'allégorie de la justice. Après je me suis dit, une grand-mère, souvent l'image d'Épinal de la grand-mère qu'on a, c'est qu'elle aime bien faire la cuisine. Donc celle-ci aussi, elle fera la cuisine.
mais elle fera des gâteaux magiques. Donc, par exemple, il y aura les madeleines de réconfort qui, en fait, sont un petit peu des madeleines de Proust. Mais quand on les mange, en fait, ça fait remonter des souvenirs et du coup, ça nous fait pleurer parce qu'on pleure comme une madeleine. On pleure jusqu'à ce que tout soit sorti et qu'enfin on se sente mieux. Il y aura aussi les beignets de prédiction qui sont grosso modo des fortune cookies. Sauf que dedans, il y a des vraies prédictions sur des choses qui vont se passer dans 3 minutes. Il y a les tartes chercheuses parce qu'on a tous rêvé d'envoyer une tarte dans la figure de quelqu'un. Mais bon, c'est un peu violent de la lui coller directement dans la figure. Donc là, je me dis, on met le nom de la personne dans la tarte et la tarte s'envole jusqu'à la personne et va s'écraser sur sa figure. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on crée un univers. C'est que on a des petits bouts d'histoire qui s'additionnent les uns aux autres. Il y a des lieux qu'on a visités. Le collège dans lequel les héros se trouvent, c'est le collège de la chevalerie sur Hurluberlu, qui est une ancienne fabrique d'allumettes. En fait, j'ai carrément pompé le bâtiment le lieu unique à Nantes, qui est l'ancienne usine Lefebvre Utile, qui est un bijou absolu art déco. C'est des petits bouts comme ça, on va visiter dans le tome 2. Je me suis dit, bon voilà, faudrait que les personnages n'aient pas d'intimité, qu'on puisse éventer tous leurs secrets. Donc il y a des créatures qui sont des rumeurs, qui sont en fait des espèces de petits lézards qui sont là pour écouter tout ce que vous avez à raconter, qui ensuite vont les chuchoter à l'oreille du directeur. C'est des petites choses qui s'additionnent, qu'on rajoute petit bout par petit bout. En fait, c'est comme une tapisserie. De loin, il faut que le motif, il soit, quand vous rentrez dans la pièce, même si la tapisserie, elle a 150 mètres au bout de la pièce du château, faut que vous puissiez voir ce qu'il y a dessus. Faut que le motif, il soit ultra identifiable. Mais l'idée, c'est que plus vous vous rapprochez de la tapisserie, plus vous pouvez voir les tout petits motifs qu'il peut y avoir autour, et donc ça doit toujours être très lisible, mais en même temps, ça doit être riche. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'aime les univers de fantasy. Il y en a qui font ça très bien dans la simplicité, mais moi, j'aime bien quand il y a une multitude de détails. C'est ce que j'aime. Et donc, toi, Christophe, la naissance de Troie, ça se passe comment? Je voulais faire une histoire de fantasy avec une façon différente d'aborder la magie par rapport à ce qui se faisait jusque-là, puisqu'on avait toujours ces personnages de magiciens à la Gandalf, qui avaient quelques formules, quelques grandes envolées, qui pouvaient lancer des boules de feu. Enfin bon, on avait une image assez classique du magicien. Donc je me suis dit, comment la magie pourrait-elle fonctionner autrement par rapport au quotidien, aux petites choses du quotidien, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, et si chacun avait un pouvoir et un seul, qui peut être grand, petit, utile, inutile. Et c'est vraiment le point d'ancrage de l'histoire. Le monde autour, je l'ai construit en commençant par dessiner une carte, parce que je suis très porté sur les cartes, sans doute parce que ma grand-mère était prof d'histoire géo et plutôt géographe. Et d'ailleurs, on peut dire que tu te destinais à être dessinateur de BD aussi. Oui. Là, j'ai lu dernièrement, il y a Mézières est malheureusement mort cette semaine, et tu disais qu'il avait vu tes premières planches et t'avais plutôt conseillé d'être scénariste. Oui, tout à fait. Quand on est attiré par la bande dessinée depuis tout petit, c'était vraiment l'objectif. Et puis à 12-13 ans, j'ai commencé à tomber de la planche comme un fou. Et c'est vrai que à 15 ans, j'ai débarqué chez Jean-Claude Mézières, qui habitait rue Claude Bernard, là à Paris. Et il était très gentil. Il m'a reçu pendant plus d'1 heure. Il a lu toutes les pages. Et puis il m'a dit, écoute, non, toi, tu es vraiment fait pour être scénariste. Il y a quelque chose dans tes histoires. Par contre, laisse tomber le dessin. Et je l'ai pas écouté, évidemment, j'ai encore continué un petit peu, mais il avait raison, et ce qu'il avait vu tout de suite, c'est que, très, très honnêtement, avec le recul, je pense que j'aurais pu devenir un honnête tâcheron. Je dessinais pas si mal, mais ça aurait pas apporté grand-chose à la bande dessinée. Ce qu'il avait vu, c'est que je bâclais parce que j'avais toujours envie d'avancer dans mon histoire, de raconter la page suivante, puis encore la page d'après, puis la page d'après. Or, un dessinateur de bande dessinée, c'est quand même quelqu'un qui doit se poser sur sa page. Il passait un certain nombre d'heures. Moi, je voulais avancer dans le récit, toujours avancer. Comme je voulais avancer, donc j'allais trop vite, les pages n'étaient pas bonnes, je n'étais pas dans les bonnes techniques. Et puis un beau jour, j'ai croisé dans les festivals de bande dessinée dans lesquels j'étais déjà très présent à l'époque. Là, j'ai croisé de jeunes dessinateurs, et quand je discutais avec eux, je voyais leurs pages et je voyais bien que eux, à la fois, me disaient « ouais, je sais pas trop quoi raconter », mais ils faisaient des très beaux dessins. Moi, j'avais plein de choses à raconter et je bâclais tout. Donc, les choses se sont mises en place assez naturellement. Mais je crois que j'ai gardé de cette époque-là une vision de la BD qui est en partie une vision de dessinateur. C'est-à-dire que quand j'écris, je pense toujours à la façon dont ça va être dessiné et je vois l'image que je suis en train de décrire. Je vois toujours la page que le dessinateur doit faire. Alors après, il va pas toujours l'interpréter comme moi je l'avais vu.
Des fois, ça va être un résultat différent, il va amener un plus et ça va être formidable. Genre, quand je vais avec un Jean-Louis Bourrier, un Alessandro Barbucci, ils me surprennent toujours. Didier Tarquin me surprend aussi parce que il a souvent une vision complètement démesurée des choses. C'est des bonnes surprises. Le dessinateur amène sa personnalité en plus, mais il y a toujours au moins une solution, celle que je voyais. Pour moi, écrire une histoire, une fois que j'ai mon histoire en tête, je suis en train de voir un film, j'ai une télécommande à la main et mon boulot, c'est de faire les arrêts sur image les uns après les autres et de décrire l'image arrêtée que je vois parce que on en revient au fondamental de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est une ellipse permanente, c'est une suite d'images et donc le choix de l'image clé à chaque fois va être déterminant. Sachant que le plus important, c'est ce qui se passe dans le demi-centimètre de blanc qu'on a entre deux cases et qu'on doit faire visualiser, imaginer et qui est le non-dit permanent mais qui doit être dans la tête du lecteur tout le temps. Vous avez tous les deux écrit des romans, tous les deux écrit des bandes dessinées. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que aujourd'hui, Christophe, toi, ton médium préféré, c'est la bande dessinée, alors que Audrey, finalement, tu t'es senti plus à l'aise dans le roman. Qu'est-ce que ça change d'écrire pour un roman et d'écrire pour une bande dessinée ? En effet, le roman est mon genre de prédilection. J'adore écrire de la BD, hein. Mais dans le roman, ce que j'aime, c'est que je peux me déployer. D'ailleurs, les romans que j'écris ont beaucoup de pages, hein. Je fais des romans qui font 600 000, 700 000 signes. C'est vraiment beaucoup. Pour ceux qui se rendraient pas compte, un Amélie Nothomb à peu près, qui sont toujours des romans très courts, c'est entre 150 et 180 000 signes. J'aime bien les très grands romans très riches. En fait, j'aime bien les traiter en millefeuilles. C'est-à-dire que je vais avoir plein de problématiques, un enjeu central et puis plein de sous-problématiques qui s'enroulent autour. Évidemment, à porter, c'est très lourd, ne serait-ce qu'en termes de mémoire. Quand j'écris un roman, je déteste m'interrompre. Dans l'idéal, j'irais m'enfermer dans une chambre toute seule, comme Victor Hugo l'avait fait avec Notre-Dame de Paris, ce vénard, parce qu'il avait des gens qui bossaient pour lui, qui pouvaient lui apporter ses repas. Mais dans l'idéal, je voudrais pouvoir m'enfermer pendant plusieurs mois. Moins je m'interromps, mieux je me porte quand j'écris du roman. Et en plus, des fois, je dois par exemple faire des planches pour la série Princesse Sarah ou pour la série Le Grimoire d'Elphie. C'est pas tellement un problème de s'interrompre sur de la bande dessinée, tout simplement parce que la bande dessinée, c'est vraiment l'art du découpage. Comme tout est découpé, surdécoupé, redécoupé, d'abord en synopsis, ensuite en pages et puis ensuite en cases, c'est pas tellement un problème de passer d'une bande dessinée à l'autre. J'ai pas autant de plasticité cérébrale que Christophe, qui est très impressionnant à ce niveau-là. Mais enfin, quand même, ça va, je m'en sors. En revanche, si je dois m'arrêter au milieu d'un roman pour passer à la BD, j'ai pas trop de soucis à passer à la BD. Par contre, après, revenir dans le roman et me remettre dans le crâne tous les chapitres précédents, tout le synopsis, passé, présent, avenir, voir aussi où on en est dans le rythme du récit, apporter ça, c'est extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'on porte vraiment toute la structure sur des fois des centaines de pages, avec des moments où il y a des moments de calme, où il y a des... Là, on se dit, bon, bah voilà, là, il y a plus assez de tension. Là, on a un ventre mou, comme on dit. C'est-à-dire, ça n'avance pas assez vite. On a plusieurs scènes où les personnages, bon, certes, on fait avancer un peu l'intrigue, mais on n'a pas de scène assez marquante, donc il faut tout détricoter, il faut tout retricoter. En pensant à ça, des fois, on a oublié un élément, donc on revient en arrière, ou tout simplement, ça c'est quelque chose que Christophe m'a appris à faire. Au début, quand je travaillais avec Christophe, qui donc a beaucoup plus d'années d'expérience que moi, en fait, les premières bandes dessinées qu'on a fait ensemble, je le voyais, on faisait un synopsis très serré, sur lequel on investissait beaucoup de travail, et puis généralement, au bout de 10 pages à peu près, 15 pages, Christophe mettait l'intégralité du synopsis à la poubelle et il en réécrivait un autre. Ça me rendait cinglée, je dois dire. Je lui disais, mais on s'est embêté à faire un super synopsis, pourquoi tu le fous à la poubelle? Il fait, bah oui, mais quand même, j'ai eu une meilleure idée. Et moi, je me disais, mais faut pas gâcher. Enfin, le côté anti-gaspi qui faisait surface, alors qu'en fait, évidemment, à l'époque, j'étais trop jeune autrice. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais, sauf que quand on le fait sur un roman de plusieurs centaines de pages, évidemment, c'est pas la même envergure de boulot qu'on fout à la poubelle. Et de toute façon, en plus, on n'a pas le choix parce que, comme disait Christophe, c'est oui, mais on peut pas écrire la deuxième version du synopsis si on n'a pas d'abord écrit la première et qu'on l'a pas jetée à la poubelle auparavant. Donc c'est vraiment un côté, fastidieux. Et dans le cas du roman, en vérité, c'est un petit peu comme dans la BD, sauf qu'on n'a pas à gérer l'interaction avec le dessinateur, avec le ou la coloriste. Dans le roman, on est vraiment tout seul. Alors, parfois, c'est confortable parce que du coup, on fait ce qu'on veut. Et parfois, la solitude pèse un petit peu et le poids, du coup, n'est pas partagé sur des co-auteurs. Et il m'arrive, dans le roman, de me sentir un peu écrasée sous le poids de mon édifice.
ce qui est beaucoup plus rare en bande dessinée. Bon, même si c'est vrai que par exemple avec le Grimoire d'Elphie, on s'est lancé sur des récits de 80 pages. À chaque fois, c'est assez ambitieux et on y met beaucoup de nous-mêmes et on finit complètement crevé. Tu peux pitcher en deux phrases le Grimoire d'Elphie pour des gens qui connaîtraient pas? Alors, le Grimoire d'Elphie, ça raconte l'histoire d'une petite sorcière qui vit avec ses deux grandes sœurs et l'aînée, qui elle a plus de 18 ans, emmène ses deux petites sœurs sur les routes de France dans un bus anglais qu'elle a transformé en librairie. C'est un libriobus qui passe de village français en village français, qui a un côté très familial dans Elphie, très magie douce, très Kiki la petite sorcière. Et il y a aussi un côté, comment dire, ça me fait rire, mais un côté nos régions ont du talent. Christophe, toi, l'écriture de bande dessinée par rapport au roman? J'avais écrit d'abord une très longue nouvelle, 150 000 signes, pour un ami qui avait fait un recueil en hommage à Jack Vance, qui est un auteur que j'adore, donc j'avais pas pu refuser. Et puis, quand il a été question de faire un roman, je me suis dit, tiens, j'aimais bien cette nouvelle, je pourrais la retravailler, la resituer dans un autre univers et aller plus loin. En réalité, ça n'a pas été du tout quelque chose de plus simple. J'aurais passé beaucoup moins de temps à écrire un roman depuis le départ, plutôt que de vouloir recycler cette nouvelle. Ça m'a demandé 3 fois plus de boulot. Mais en effet, il y a cette question d'avoir tout en tête, parce qu'on est là, on retravaille un chapitre, on enlève un paragraphe, et puis on s'aperçoit, ou surtout, on ne s'aperçoit pas que 40 pages plus loin, on fait allusion au paragraphe en question, mais que du coup ça tombe à plat parce que le paragraphe on l'a viré. C'est toutes ces choses qu'on doit avoir en tête en permanence, alors que dans la BD, on reprend le petit cahier dans lequel on a les 12 pages déjà dessinées, on les relit, ça prend un quart d'heure, et on est tout de suite dans le bain à nouveau, et quand on a le moindre détail à vérifier, c'est très bête, mais matériellement, on tourne les pages d'un cahier, on vérifie un détail en 15 secondes. Quand il faut remonter dans un fichier, retrouver où était la bonne page, enfin bon, en effet, il y a toute une lourdeur avec le roman. Par contre, le roman permet de s'adresser en direct au lecteur. Quand j'écris un scénario de BD, je l'écris pour le lecteur en finale, mais je l'écris d'abord pour le dessinateur. Je les écris d'ailleurs de façon légèrement différente suivant le dessinateur, parce que je connais leur personnalité, je sais comment ils vont percevoir ce que je leur dis. On sait très bien que dans toute communication, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite, une partie seulement de ce que l'auteur de la communication veut faire passer arrive chez celui qui la reçoit. Donc il y a déjà une première déperdition. Puis il y a une réinterprétation par le dessinateur qui, d'une part, aura pas forcément compris 100% de ce que je voulais faire, et d'autre part, va amener de lui-même. Et évidemment, c'est aussi ce qui enrichit la chose, ce qui est intéressant dans la BD. Mais quand ça arrive au lecteur, j'ai l'impression souvent qu'il y a plus que 50% de mes intentions qui sont là et qui sont comprises, surtout par le lecteur. Avec le roman, on enlève un des filtres déjà, on enlève l'interprétation. Donc j'ai l'impression qu'on peut aller un peu plus loin, on a un scalpel un peu plus pointu dans l'écriture, on peut faire passer des choses des fois plus nuancées aussi. En fait, quand tu dis que mon genre de prédilection c'est la BD, c'est un peu par la force des choses, parce que il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me dise que j'aimerais bien me remettre à un roman. Ça fait plusieurs années que j'ai un projet et que j'ai jamais le temps de l'avancer. Il y a 40 projets que j'ai et je n'ai pas le temps d'avancer. Mais parmi eux, il y a un roman où j'ai envie de faire un polar, tu vois, je sors de mes genres habituels, de faire un polar parisien d'ailleurs, mais un polar vie de quartier, quelque chose de, pas une grande enquête policière en elle-même. Vous avez tous les deux parlé de la lourdeur justement de l'écriture du roman et d'avoir toujours en tête tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a mis en place et tout ça. Est-ce que vous avez des outils ou des méthodes justement pour faire ça? Christophe, tu parlais pour la bande dessinée, c'est facile, on a un cahier, on regarde, on refeuillette les pages, on retrouve. Pour le roman, c'est plus compliqué. Est-ce que vous faites confiance uniquement à votre cerveau et votre mémoire, ou est-ce que vous avez des petits tips, des petits outils pour les gens qui nous écoutent et qui s'y essayent à cet exercice? Comment on fait pour être sûr que dans Troll 2-3, je sais plus à combien on est, 26, on raconte pas un truc qu'on a peut-être déjà raconté dans le 13 ou qui est en conflit avec ce qu'on a raconté dans le 17? Alors là, pour ce qui est de la bande dessinée, j'ai des relecteurs, des relectrices, et j'essaie de faire attention, et je suis souvent en train de consulter les vieux albums en me disant merde, est-ce que j'ai pas déjà fait ce gag? Là, je me fie à des gens autour de moi, dont Audrey d'ailleurs. Pour ce qui est du roman, je sais qu'il existe des outils aujourd'hui et des logiciels qui permettent en effet d'avoir une visibilité sur plein de choses. Ça a l'air formidable, mais le logiciel lui-même a l'air tellement compliqué à prendre en main au départ que moi, en tout cas pour
de la bande dessinée, j'en ai jamais vu l'utilité. Alors moi, j'ai essayé de mettre des outils en place. C'est Christophe qui tout à l'heure parlait de cartes. C'est en effet très pratique d'avoir une carte pour le grimoire d'Elfie qu'on scénarise ensemble. Quand les filles arrivent avec leur libriobus dans un village, Christophe commence par dessiner la carte du village pour justement voir comment les personnages se déplacent. Ça permet d'éviter d'écrire des âneries. Après aussi, quand on commence à imaginer la ville, on se rend compte que quand on imagine une ville, il y a des bâtiments qui vont obligatoirement fleurir, des mairies, des gymnases, des écoles, des parcs, des forêts, enfin voilà. Avoir ça, je sais que maintenant, par exemple, pour le tome 3 de Magic Charlie, j'ai ma carte sous la main. C'est un outil qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le vrai outil aussi, c'est le synopsis, tout simplement. Je sais que beaucoup de romanciers ne font pas de synopsis, mais moi, je sais pas comment je pourrais me débrouiller, comment je pourrais avoir un univers aussi riche si j'en avais pas. Pour Magic Charlie, je me retrouve avec des synopsis écrits très serrés, très tassés, qui font plus de 25 pages. Je les prédécoupe déjà en chapitres, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris grâce à l'école de la bande dessinée, c'est que quand on commence un prédécoupage, même si après on le respecte pas forcément à tous les niveaux, ça permet quand même d'y voir plus clair. Et quand j'ai besoin de revenir en arrière, de retrouver des infos, c'est plus facile en effet si j'ai déjà fait mon découpage et qu'il est seulement sur 25 pages et pas sur 250. Ça, c'est le début et c'est les bonnes intentions. En pratique, très vite, je commence à griffonner mon synopsis, à rajouter des trucs, à coller des post-it. Après, je me dis que c'est pas suffisant, que j'ai plus la place sur mon synopsis. Donc je commence à prendre des notes dans un cahier, et puis après j'ai un autre cahier parce que celui-là il y a plus assez de place, donc je commence un autre cahier. Puis à un moment donné j'ai des idées, j'ai pas le premier cahier que je voulais sous la main, donc j'entame un troisième cahier. Et puis là je me dis que je suis un peu dépassée par les cahiers quand même, donc je vais commencer à remplir des post-it que je vais coller sur mon ordinateur. Et après évidemment l'ordinateur c'est un espace assez réduit, donc je vais le coller sur le tableau de liège que j'ai à côté de moi. Assez rapidement il y a plus de post-it, donc je commence à les entasser les uns sur les autres, puis je commence à faire des petites fiches, cartonner des fiches Bristol. Est-ce que t'as pleuré à un moment quand même au milieu de tout ça? Ça finit toujours, à un moment donné il y a toujours une crise de larmes de je vais jamais y arriver, de toute façon je suis nulle, je sais pas comment font les autres et comment j'ai écrit les précédents, et de toute façon ça sert à rien, tout le monde me déteste et j'aurai pas de lecteur. Voilà. Le bureau d'Audrey est toujours un grand bordel, alors que moi je m'efforce de tenir le mien le plus vite possible. Non mais moi aussi j'essaye, mais c'est un échec complet. Tu disais que tu écrivais un synopsis, que tu faisais un découpage et tout ça. Est-ce que ça veut dire que quand tu commences l'écriture de ton roman, tu sais déjà où il va et comment il se termine? Tu te laisses pas de découverte pour toi-même en tant qu'autrice? Il y en aura toujours en fait. Ça c'est vraiment l'expérience qui me l'a apprise. Quand je commence vraiment un nouveau roman sur un nouvel univers, là, je me laisse dans les premiers temps le plaisir de la découverte. Parce que il faut que les idées me viennent, il faut que j'ai le temps qu'elles s'installent, etc. Généralement, j'ai quand même un pré-synopsis, même s'il va pas très loin, je sais à peu près où je vais. Aujourd'hui, je suis vraiment devenue une très très bonne lectrice, et en plus, j'ai une déformation professionnelle qui fait que quand je lis un livre, je vois les échafaudages derrière le texte, je vois les échafaudages qui ont été démontés, qui n'ont pas abouti, je vois toutes les fautes de narration, je vois là où l'auteur savait plus où il allait, je vois là où il a douté, je vois là où il a eu une idée que finalement il n'a pas exploitée. C'est vrai que la plupart des lecteurs ne le voient pas forcément, puisque ça c'est les tares du professionnalisme, mais moi je déteste laisser ce genre de traces dans mes romans. Au début je peux me laisser le plaisir de la découverte, mais il y a toujours un moment où je me dis bon, là je suis dans un ventre mou, là ça n'avance plus, là c'est plus assez tonique, là j'ai plus assez d'idées, allez, on fout les 5 derniers chapitres à la poubelle, on recommence tout. Et en fait, quand j'arrive à un synopsis extrêmement serré, extrêmement tassé, où j'ai déjà eu énormément d'idées, c'est très bien parce qu'en fait, à l'écriture, ça va pas m'empêcher d'avoir d'autres idées. La difficulté, c'est surtout de les hiérarchiser. Parce que si vous vous contentez de bombarder votre lecteur d'idées, au bout d'un moment, il se sent submergé, il en a plus rien à carrer, il en veut plus, il fait une indigestion. Voilà. Donc, il faut vraiment hiérarchiser les idées, les agencer d'une façon où le lecteur va même pas avoir l'impression qu'on lui en sert des tartines, il va juste se dire « Oh, je me suis bien amusé, j'ai passé un bon moment, j'ai bien voyagé, j'aime les personnages, voilà ». Plus le travail lourd en amont commence tôt, mieux ça permet de le faire, en tout cas je trouve, et par rapport à ma propre méthode de travail, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent à l'énergie, c'est quelque chose que j'admire aussi, moi je fais pas du tout comme ça. Pour ma part, je suis beaucoup moins constructeur qu'Audrey, c'est-à-dire que je fais un premier synopsis qui est une manière pour moi d'évacuer les premières idées évidentes et de me dire que il y a toujours une solution. 99 fois sur 100, je le respecte pas et je pars en impro. Alors c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, en tant qu'éditeur, je demande à mes auteurs, au contraire, des synopsis très construits pour être rassurés, pour être sûr qu'ils savent où ils vont. Alors que moi, en tant qu'auteur, 9 fois sur 10, je sais pas vraiment où je vais. J'ai une vague idée, j'ai un filet de secours qui est ce premier synopsis.
Et puis, je sais d'ailleurs que si je respecte ce premier synopsis, ça m'arrive parfois dans des bouquins, parce que sur 250, j'en ai pas écrit que de bons, il y en a des moins bons que d'autres, mais il y en a des meilleurs. Les moins bons sont souvent ceux où finalement je suis resté au synopsis parce que j'ai pas eu le moment de grâce et l'envolée qui m'a permis de partir en impro et de retomber sur mes pattes à l'arrivée. Il y a rien de plus marrant finalement que d'aller faire du funambulisme dans le récit et de découvrir qu'on sait faire quelques pirouettes en sautant sur le fil, et il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très grisant là-dedans. C'est comme ça que j'aime écrire. En tout cas, les moments où ça se passe comme ça, c'est vraiment des moments de bonheur d'écriture. On peut résumer en une phrase. Avoir un bon synopsis, oui, s'endormir dessus, non. Dans vos récits, il y a une présence forte de l'humour, même si on va dire que Sangre ou Princesse Sarah, c'est un peu moins orienté vers la blague. Il n'empêche que si je prends le monde de Troie, et notamment Troll de Troie, ou les poisons de Carthage, par exemple, il y a une présence très marquée de l'humour. Je voulais savoir comment vous travaillez pour que la blague ne prenne pas le dessus sur le récit. Pour ma part, les dosages sont différents d'une série à l'autre. Bah, par exemple, tu vois, Troll de Troie, on en a déjà parlé ensemble. Pour moi, Troll de Troie, et ça se veut être un compliment, hein, c'est un grand héritier d'Astérix. C'est-à-dire qu'on a un côté paillard, on a des jeux de mots, on a de l'humour, mais on a à chaque fois une grande aventure, un voyage, quelque chose qui va faire vivre les héros. Et ça, comment tu l'as mis au point? Pour Troll de Troie, j'essaie d'avoir justement un synopsis, un argument minimaliste. Quelque chose d'assez simple, d'assez lisible, qui va pas demander de grandes explications, parce que ça va me laisser la place pour développer toute la comédie humaine ou troll. Et en l'occurrence, sur l'Enfeust, là, c'est vraiment 50-50. C'est-à-dire que l'histoire de fond est un peu plus complexe. D'ailleurs, elle court sur plusieurs albums généralement. Donc vraiment, ça va dépendre de la série, et le ton de la série va dépendre du dessinateur, puisque au départ, Troll de Troie, je l'ai pensé un peu comme l'Enfeust. C'est pour ça que les 4 premiers albums forment une histoire à eux 4. Et l'histoire, bon, là, elle était assez simple. Il fallait aller chercher le feu d'un volcan et revenir. Là, on est sur du basique road trip avec petite aventure à chaque fois. Et c'est vraiment cette structure simple qui me permet d'être dans l'humour. Plus je vais vers des histoires où l'humour est moins présent, tu parlais de Sangre, plus je suis obligé de construire beaucoup plus mon synopsis et de construire beaucoup plus l'horlogerie, la mécanique derrière, ce qui est pas ce que je préfère faire d'ailleurs. Mais avec Sangre, je voulais faire une tentative et finalement j'y prends grand plaisir aussi. Et toi, Audrey, dans Les Poisons de Catharse, comment tu as géré l'humour? Les Poisons de Catharse, c'est un roman qui est un hommage à Terry Pratchett. À la base, le principe est pas très drôle, c'est qu'il y a un démon endormi sous la ville et qui doit se réveiller si au-dessus de sa tête se rassemblent 100 000 âmes. Le problème, c'est que c'est un secret, et les 2 seules personnes au courant de ce secret, c'est la tyranne qui dirige la ville de façon sanguinaire et sa marraine de sorcières. Elles doivent empêcher la ville de compter plus de 100 000 âmes. Les problèmes se multiplient et on en est à 99 000 et quelques âmes. Donc déjà, on est sur un trop-plein. L'apocalypse est à 2 doigts de survenir. Ça part pas très drôle comme pitch. Moi, l'humour, en effet, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'essaye d'en mettre pas mal dans mes récits. Je crois qu'il y en a beaucoup aussi dans Magic Charlie. Mais il y a quand même cette alternance parce que je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, mais fondamentalement, je suis assez désespérée. C'est-à-dire que je sais que le rire, c'est un moment rare et précieux, et que de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous faire chier, en fait, pour vous faire arrêter de rigoler. Et donc, voilà, grosso modo, c'est la merde, c'est le bordel. Mais au milieu de tout ça, faut en profiter pour essayer de rigoler là où on peut et quand on peut, parce que finalement, on n'aura pas tant d'opportunités que ça, et c'est pour ça que j'essaye d'en mettre un maximum quand j'en ai l'occasion. La blague pour la blague, je trouve que ça n'a pas forcément un grand intérêt, surtout que ça se retrouve facilement à être des blagues méchantes. Les gens ont tendance à tomber dans l'humour méchant facilement. Je pense que c'est une facilité de l'esprit humain. J'aime bien l'humour quand il fait de mal à personne, quand il est un peu intelligent, et je trouve que c'est peut-être celui qui est le plus difficile à aller chercher, et peut-être celui qui tombe le plus facilement dans le désespoir. C'est celui-là que j'aime, ouais. C'est un sujet chez toi parce que dans Magic Charlie, le héros, c'est quand même un vrai gentil. C'est-à-dire, c'est un personnage qui pourrait être hyper puissant et régler ses comptes à la dure, et en fait, il y a tout un truc sur la gentillesse, la non-violence. J'ai horreur de la méchanceté, mais vraiment, c'est quelque chose qui me dégoûte profondément. Je suis très embêtée parce que je suis maman d'un petit garçon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose comme film pour enfants? On est vraiment littéralement envahi par Marvel, Co et DC Comics, etc.
Alors, j'ai rien contre Marvel en lui-même. Le problème, c'est qu'ils envahissent tout l'espace et que Marvel, c'est l'apologie de la violence. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont soi-disant gentils et qui, en fait, règlent le conflit en détruisant tout sur leur passage, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la série sur Amazon Prime qui s'appelle The Boys, qui est une série prodigieuse et qui, en fait, traite vraiment le sujet, à savoir qu'est-ce qui se passerait si on avait réellement des super-héros qui agirait réellement, soi-disant, pour la justice. En fait, la réponse est donnée dans les 5 premières minutes du premier épisode. Il y a un mec qui est fou amoureux de sa copine, il lui tient les mains, elle est descendue du trottoir, mais enfin bon, elle est littéralement à 2 centimètres du trottoir, et là, il y a un super-héros qui passe à toute vitesse, un mec genre Flash, quoi. D'un coup, sa copine, littéralement, explose parce que le mec l'a percuté à une vitesse hallucinante, et il se retrouve juste avec les 2 mains de sa copine dans les mains, tellement le choc a été violent, et sa copine est morte, en fait. Le super-héros qui l'a heurté revient en arrière en disant mec, je suis désolé, merde, mais je poursuivais un méchant, bon bah salut. Et le mec, il reste en état de choc en disant mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, je trouve qu'en fait, The Boys, c'est une série qui est très très réaliste. Je veux pas que mon fils apprenne que s'il est plus fort, il doit régler ses problèmes par la violence. Enfin, mon gamin, il est blanc, a priori, enfin voilà, il va grandir dans un milieu très privilégié. J'ai pas envie qu'il devienne une espèce de tyran, même par volonté de faire le bien, en fait. Et c'est pour ça que dans Magic Charlie, le personnage de Charlie est un garçon qui, en fait, est extrêmement puissant, mais qui choisit vraiment le recours, qui choisit de faire le bien autour de lui, qui choisit la voie de la compassion et qui choisit l'intelligence du cœur aussi. Et c'est comme ça qu'il va gagner. Je trouve ça très important, en fait, de pas montrer aux lecteurs ou aux spectateurs uniquement des modèles de virilité toxique. Moi, après, je pense que je suis pas la seule à le faire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de personnages masculins comme ça qui sont arrivés ces derniers temps, qui sont des personnages un peu plus innocents, qui sont très tournés vers les autres, qui sont plus dans le si t'es méchant, je vais te casser la figure. Et dans le meilleur des cas, tu pourriras en prison ou sinon je te tue, quoi. On est quand même en train de changer de modèle. Enfin, on est pas mal d'auteurs à le faire. Je trouve ça bien. Enfin, je suis rassurée de pas être la seule à le faire. Dans les gens qui écoutent notre podcast, il y a des auteurs, des lecteurs, puis il y a aussi des gens qui veulent devenir auteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers souvenirs d'écriture et de ce qui a fait la bascule? À quel moment vous êtes senti professionnel? Quel est le premier projet qui vous a fait émerger? Depuis l'enfance, je voulais faire de la bande dessinée. Bon, j'avais des grands-parents qui m'ont élevé et pour qui il fallait passer un bac scientifique, sinon rien. Donc j'ai passé un bac scientifique en étant profondément littéraire au fond de moi. Et à ce moment-là, je savais que j'étais pas encore mûr pour être auteur, donc il fallait que je trouve un moyen de ruser à la fois pour m'approcher du monde des auteurs et à la fois pour vivre de l'écriture. Donc le journalisme m'a semblé un moyen terme assez malin, d'autant plus que j'ai beaucoup appris en termes d'écriture à l'école de journalisme. J'ai commencé professionnellement avec un peu d'écriture journalistique et des dramatiques radiophoniques. Des fictions radio qui passaient sur France Inter à l'époque et j'étais encore étudiant quand j'ai commencé à en écrire. J'étais un auditeur fidèle et puis un jour il y a eu un appel à texte donc j'ai écrit une fiction radio de 30 minutes qui a été acceptée tout de suite. Ça a été ma grande chance parce que j'aurais peut-être pas insisté si la première avait pas été prise. Le cadre de ces fictions, ça devait être du réaliste contemporain. Le fantastique était interdit, le polar était interdit, tout ce qui pouvait se rapprocher du genre était interdit. Mais bon, ça donnait des contraintes très très intéressantes, le fait de devoir placer tout un décor uniquement à travers le dialogue, il y avait aucun narratif, donc tout devait être dans le dialogue et quelques bruitages. Ça m'a beaucoup servi aussi après pour la bande dessinée parce que j'avais quand même beaucoup progressé dans l'écriture des dialogues avec cet exercice-là. Et donc là, pour la première fois, j'ai reçu un chèque en échange de quelque chose une fiction que j'avais écrite. Puis après, pendant quelques années, j'avais une carte de visite sur laquelle était écrit mercenaire en écriture. Donc je faisais des correspondances pour des journaux parisiens qui n'avaient pas les moyens d'avoir quelqu'un en permanence dans le Sud. J'ai travaillé à France Inter côté rédaction brièvement, mais après des stages. Mais cette émission a été quand même pour moi au cœur de l'idée que ce que j'écrivais en fiction pouvait avoir une valeur. Donc ça m'a incité à continuer parce que après j'ai jamais cessé de monter des projets BD, mais finalement la première fois que l'un d'eux a été accepté, j'avais quasiment 28 ans déjà. Donc ça faisait 10 ans que j'essayais de vendre mes textes et que personne n'en voulait. Et s'il n'y avait pas eu cette validation par la fiction radiophonique, peut-être que j'aurais fini par laisser tomber à ce moment-là.
Et toi, Audrey? En 6e, 5e, j'ai eu la très grande chance d'avoir une professeure de français qui s'appelait Danielle Marty-Digol, qui est autrice de science-fiction pour la jeunesse. Et là, d'un coup, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a des vrais gens qui écrivent des livres, c'est pas des choses qui apparaissent magiquement comme ça. Je me suis rendu compte que derrière chaque livre, il y avait un auteur. Et ça, c'est vraiment grâce à cette professeur-là que j'ai compris qu'en fait, c'était peut-être pas un métier, j'osais pas rêver de métier à ce moment-là, mais qu'en tout cas, il y avait une action derrière, qu'il y avait une volonté de créer un livre. Et c'est là que j'ai commencé à écrire plus sérieusement mes histoires. À partir de mes 15 ans, j'écrivais déjà 2 heures par jour. J'ai fini mon premier roman, je devais avoir 16 ans. Ça s'appelait Charlotte et les vampires. Je l'ai envoyé très modestement à 2 tout petits éditeurs, Hachette et Gallimard, qui m'ont répondu que non, ça n'allait pas être possible. Ce qui m'a vraiment beaucoup surprise. Donc voilà, j'ai dû jeter ce roman-là. Enfin, au début, j'ai essayé de le réécrire. Finalement, j'ai fini par le jeter à la poubelle. J'en ai écrit 2 autres. Et à côté de ça, j'ai commencé à travailler dans la PQR. Je me suis devenue lectrice professionnelle pour une petite maison d'édition, Siloé, en Bretagne. Ils me payaient la lecture de manuscrits en livres, donc j'avais des livres gratuits, j'étais contente. Et puis à côté de ça, j'ai commencé à participer au concours de nouvelles du Crous, puisque j'étais étudiante. Je voulais écrire, mais j'avais compris que ça allait me prendre énormément de temps d'apprendre à écrire. Et bien que j'ai commencé assez jeune, j'avais trouvé le truc en faisant croire à mes parents que j'allais devenir prof, mais que forcément pour devenir prof, il fallait faire de longues études. Donc en fait, voilà, j'étudiais une partie de mon temps et le reste du temps, j'allais pas faire la fête dans les bars, je m'enfermais et puis j'essayais de travailler sur des manuscrits qui n'étaient jamais publiés. Avec le Crous, quand même, j'ai eu un peu plus de chance. J'ai été primée 2 fois en régional, et 1 fois en national, je crois aussi. Et puis j'ai commencé à répondre à des appels à texte dans les revues spécialisées, Galaxy, Asphodel. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai fait la rencontre de Christophe Arleston, puisqu'à l'époque, Christophe dirigeait une revue qui s'appelait l'Enfeust Mag, qui a disparu depuis 3-4 ans maintenant. Et dans l'Enfeust Mag, il y avait une nouvelle qui était publiée tous les mois. Et je me suis dit, je me suis un peu renseignée. C'était payé 200 € la nouvelle. Je me suis dit, waouh, 200 €, c'est génial. D'habitude, je le fais gratuitement. À l'époque, j'avais pas trop la notion d'être payée pour mon travail. Et du coup, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et Philippe Ono, qui est décédé aujourd'hui, faisait partie de l'équipe rédactionnelle à l'époque, avait sélectionné ma première nouvelle. J'en ai écrit d'autres. J'ai commencé à proposer des scénarios de bande dessinée. Mon pied dans l'écriture a été très brouillon. C'est-à-dire que c'était pas une ligne droite. Je connais pas un auteur qui ait réussi à entrer dans ce milieu en ligne droite. On essaye, on tâtonne, on va voir un peu un truc, c'est un échec, on essaye autre chose, on revient en arrière, on réessaye, puis finalement on a rencontré un tel à tel endroit, et puis cette personne nous parle d'un truc. Enfin voilà, c'est très long de devenir auteur. Mais bon, je crois que ça repose vraiment sur le fait d'essayer encore. Ça, c'est quelque chose avec lequel je crois tous les auteurs sont d'accord. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont essayer, qui ont la force, qui ont le courage, qui ont l'énergie et qui ont la chance aussi d'essayer vraiment longtemps. Et la passion. Oui, il faut que la passion soit assez solide pour nous soutenir et pour nous nourrir tout le temps où en fait on va être épouvantablement frustré parce que rien ne va marcher et on a l'impression que ça ne fonctionnera jamais. Mais en fait, si on s'acharne assez, ça finit par fonctionner. Alors Christophe, aujourd'hui et en dehors de tes prochains albums, quelle est l'histoire dont tu es le plus fier? Dans les histoires que j'aime beaucoup, il y en a une qui m'a tenu à cœur dans les Trolls de Troie, qui était le tome 21, qui s'appelait L'Or des Trolls. J'aimais beaucoup cette histoire où en fait les trolls s'amusaient à répandre au-dessus de la ville le trésor piqué à un dragon, et donc à faire pleuvoir des pièces d'or en permanence, ce qui crée une inflation extraordinaire et dévalorisait complètement la valeur or, et finalement les trolls arrivaient à semer une pagaille totale chez les humains, juste en bouleversant leur équilibre économique. Qu'est-ce qui t'avait inspiré sur cette histoire pour avoir ce pitch-là? Je m'étais posé la question de comment les trolls pourraient arriver à atteindre, autrement que justement par une force brute basique, atteindre et faire trembler la société des humains. Comment est-ce qu'ils pouvaient mettre en danger les humains autrement que par leur gourdin, leur massue et leurs grandes dents? Et toi, Audrey? Moi, j'ai plusieurs chouchous, mais pas pour les mêmes raisons. Je suis très très fière de Magic Charlie parce que je sais pas, je trouve que c'est une série qui me ressemble vraiment, où j'ai vraiment pu mettre tout ce que je voulais. Puis en plus, enfin, c'est quand même une trilogie lourde parce qu'elle a
vraiment beaucoup de pages et ça m'a demandé une somme de travail, un investissement de temps et d'énergie colossal. Je suis assez fière, là je suis bientôt, j'arriverai bientôt au bout du 3e et je suis assez fière d'avoir réussi à porter ça. J'aime énormément le Grimoire d'Elfie que je réalise avec Christophe. Et là c'est drôle parce qu'au début cette série je voulais pas la faire. J'avais dit Christophe en fait il me disait allez on fait une série, une histoire avec une petite sorcière etc. Mais un truc pour les enfants. Je me vois pas faire ça tout seul, fais-le avec moi. J'étais là mais j'ai pas le temps, laisse-moi. J'ai trop de travail, je vais pas m'en sortir. Et il a vraiment insisté. On est allé au restaurant. Je lui ai dit bon, allez, d'accord, ce sera ton cadeau de Noël. Je vais te donner plein d'idées et puis tu te débrouilles avec. Puis à la fin du repas, il me fait non mais tu m'as donné trop d'idées. On est obligé de le faire ensemble maintenant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux embarqués dans cette aventure où la dessinatrice Mini Ludvin nous a rejoints. Et alors elle a apporté un truc en plus, enfin elle a enrichi l'univers d'une telle manière, d'une manière si parfaite et si complémentaire que le résultat est au-delà de nos espérances et du coup on se donne tellement à fond pour cette série que oui non j'en suis super fière parce que c'est aussi une série familiale, c'est de la magie familiale, c'est de la magie douce, c'est du lien, enfin c'est tout ce que j'aime en fait le Grimoire d'Elfie, donc je suis. Puis vous avez des prix. Oui, on a eu des prix, oui. On a eu le prix du journal de Mickey qui est donné par des petits lecteurs, même chose pour Nickelodeon. Enfin, je veux dire que c'est vrai que je l'avais oublié sur le moment, alors que c'est quand même un des principaux titres sur lesquels je travaille en ce moment, mais le Grimoire d'Elfie, oui, j'en suis très fier parce que j'avais envie de faire quelque chose pour mon gamin qui avait 6-7 ans à l'époque, et je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'attendre forcément qu'il ait l'âge de lire l'Enfeust, les trolls, j'ai envie de faire quelque chose qui soit pas stupide, parce que souvent quand on est avec des gamins de cet âge-là, on a des fois du mal à trouver des bouquins qu'on ait envie de leur lire, avec lesquels on soit en accord soi-même, enfin bon. Et donc j'avais vraiment cette envie, j'avais envie en même temps de retrouver moi les émotions de lecteur que j'avais pu être enfant sur des petits romans d'aventure, sur des choses aussi bébêtes aujourd'hui que le Club des 5, dont qu'heureusement je n'ai jamais rouvert, donc je reste sur mes illusions de jeunesse. Audrey m'a dit que non, c'était vraiment nul et complètement réac, donc je préfère ne pas les rouvrir, mais j'ai gardé quand même là-dedans le côté aventure, mystère, il faut résoudre une enquête, il y a un trésor des pirates, il y a des passages secrets, et comment arriver à utiliser ces ingrédients très classiques pour en faire quelque chose en plus, amener cette petite dimension en plus. Et là, Audrey a amené cette dimension familiale. Moi, pour des raisons d'histoire personnelle, j'ai toujours eu un problème dans mon rapport à la famille. Et là, je crois qu'on fonctionne bien en adéquation là-dessus. Moi, j'essaie de ramener quand même Elfie vers du quotidien un poil réaliste. Audrey le tire plus vers le merveilleux, mais en même temps, ça nous permet de trouver le bon équilibre. On peut aussi parler de Mini Ludvin, qui est la dessinatrice absolument parfaite pour prendre cette histoire en main et en faire quelque chose de formidable parce qu'elle a tout compris. On peut le dire, c'est rare de trouver un dessinateur en aussi parfaite adéquation avec l'histoire qu'on veut raconter. En fait, on s'épaule mutuellement et alors là, ça devient une expérience absolument magique. On en a rencontré quelques-uns, des dessinateurs comme ça, mais c'est pas très courant. Toi, Christophe, tu as Jean-Louis Brouillet, en particulier. T'as eu aussi Didier Tarquin. Moi, j'ai eu Nora Moretti pour Princesse Sarah. Mais voilà, en fait, c'est pas si fréquent, et avec Mini Ludvin, on a eu beaucoup de chance. C'est la bonne osmose. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand on a proposé le projet à Mini Ludvin, il était déjà écrit et assez abouti, et elle a dit « C'est incroyable, j'ai l'impression que vous me connaissez depuis tout le temps et que vous l'avez écrit spécialement pour moi ». Alors maintenant, on va passer à des choses un peu plus extérieures à votre œuvre. C'est quoi la dernière bonne histoire que vous avez vue, lue et entendue, et pourquoi ? Je vais citer une série de télé qui me bluffe à chaque saison, qui est Succession, qui est une histoire de mania américain des médias et d'ailleurs de beaucoup d'autres secteurs, et de ces enfants qui se déchirent. Il y a une qualité d'écriture, une intelligence, une acuité assez désespérée d'ailleurs sur notre société, en fait sur le fonctionnement du monde capitaliste, qui m'a vraiment bluffé. Ouais, c'est ce qui est épatant, c'est que c'est écrit comme presque un drame shakespearien, une histoire. Ça serait un tout petit peu moins bien écrit, ça serait un soap absolument horrible. Tout à fait. Mais là, ça marche à mort. Et toi, Audrey ? Je vais parler du dernier qui m'a mis une
une vraie énorme claque, c'est Dor et Dorier de Flore Vesco. C'est un livre destiné a priori plutôt aux adolescents, mais je pense que ça peut se lire vraiment à tout âge. C'est le genre de livre que je suis presque jalouse de pas avoir écrit, sauf que c'est Flore Vesco qui l'a fait. Elle l'a fait d'une façon extraordinaire que personne n'aurait pu imiter, évidemment. Je crois que c'est le premier roman que j'ai lu qui en fait traite d'érotisme, mais pour les adolescents. C'est extraordinairement bien fait, ça relève un petit peu du conte de fées, elle le revendique d'ailleurs. C'est l'histoire d'un jeune noble à la campagne qui est l'héritier d'une immense fortune, mais personne l'a jamais trop vu. Il possède une fortune absolument colossale, donc évidemment toutes les mères de famille et les pères de famille du voisinage en fait seraient ravis de lui coller leur fille en mariage. Et voilà qu'il annonce qu'il est prêt à se marier. Mon Dieu, tout le monde en fait des gorges chaudes. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il propose que chaque candidate passe une nuit seule dans une chambre. Donc évidemment, tout le monde se met à hurler, sauf qu'en fait, les mères de famille et les jeunes filles sont tellement ambitieuses, veulent tellement faire un bon mariage, qu'en fait, elles se débrouillent quand même pour y aller en douce quand la bonne société a le dos tourné. Alors jusque-là, franchement, je connaîtrais pas Flore Vesco, moi j'aurais un petit peu peur de ce qui pourrait se passer ensuite. Heureusement, c'est Flore Vesco à la barre. Il y a 3 sœurs qui arrivent dans ce château, elles vont passer chacune une nuit dans la chambre, et au matin, en fait, le noble arrive à table, le jeune noble, et il leur pose une question, et en fait, le test tient dans la question. C'est tout un roman très doux sur le début de l'érotisme, sur le consentement aussi, parce que le consentement est vraiment au cœur du récit. Et Flore Vesco a créé une langue pour parler en fait du corps, pour parler de la sensualité, etc. Et c'est évidemment pas du porno, c'est évidemment pas juste de la poésie éthérée. C'est vraiment, il y a une vraie sensualité dans tout le texte, qui court tout au long du texte. C'est une vraie histoire d'amour aussi. C'est un roman qui a quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs, et je sais que moi, quand mon gamin va grandir, je lui donnerai ce roman à lire, qui a en plus un autre avantage, c'est qu'on ne comprend que ce qu'on est capable d'en comprendre. Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous avez reçu? Alors moi, c'était à l'école de journalisme, le jour où un prof, qui était d'ailleurs un prof de télé, mais c'est lui qui m'a le plus appris en écriture, mais le meilleur conseil qu'il m'ait donné, c'est l'adverbe, c'est l'ennemi. Toi, Audrey? Bosse. Bosse encore, bosse toujours. Voilà, je sais plus quel auteur disait ça, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. J'ai été pas mal éditrice. Je vois la différence, en fait, entre un roman ou un scénario écrit par un très jeune auteur et celui écrit par un auteur qui a un petit peu plus d'expérience. C'est qu'en général, le jeune auteur vous envoie son premier jet, alors que l'auteur pro, on va dire un petit peu plus expérimenté, ne vous enverra jamais son premier jet. C'est ces poubelles honteuses qu'il va garder pour lui et surtout qu'il ne montrera à personne. Mais du coup, ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui vont dire ne réécris pas 150 fois ton truc avant de l'envoyer à l'éditeur parce que tu vas t'épuiser, alors qu'il vaut mieux avoir son retour rapidement pour pouvoir affiner ton tir et partir dans la bonne direction. Et toi, tu dis que, au contraire, un auteur très confirmé, il va surtout pas envoyer le premier jet, il va beaucoup réécrire. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, ce que j'en dis, c'est que le truc qui est jamais pris en compte, c'est l'épuisement de l'éditeur. C'est vrai. Si en fait vous envoyez quelque chose d'inachevé à un éditeur, il va peut-être vous faire une relecture, mais il va être beaucoup plus fatigué pour faire la deuxième, parce que relire un texte, surtout quand c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est chiant en fait. Et puis il y a la distance, c'est-à-dire que quand on reçoit un truc où on se dit vraiment il y a une bonne intention, mais il va falloir tellement de travail pour y arriver que des fois ça peut écarter un projet, quoi. Ah bah complètement, c'est-à-dire que les jeunes auteurs, c'est pareil, c'est un truc qu'on croit, on a tous cette naïveté-là, de croire que l'éditeur va nous prendre par la main pour nous aider à améliorer notre texte. Alors c'est une image d'Épinal qui en fait n'est pas totalement fausse si on était au siècle dernier, où il y avait un accompagnement des auteurs beaucoup plus fort. Aujourd'hui, avec la surproduction et le fait qu'il y a de moins en moins d'éditeurs, qu'en plus ils ont une culture littéraire de moins en moins forte, il y a beaucoup moins cet accompagnement par rapport à aujourd'hui. Depuis les années 90 à peu près, l'éditeur qui accompagne et qui suit un auteur, ça n'existe presque plus. De temps en temps, vous allez en trouver un, mais déjà c'est un coup de bol monumental. Et en plus, il va pas vous prendre tout jeune, ou alors c'est très très rare. Bon, en plus, généralement, ils préfèrent prendre des auteurs plutôt que des autrices, pardon d'en parler, mais c'est vrai, parce que les éditeurs qui ont de la puissance en général, ce sont des hommes, et ils préfèrent recruter des gens qui leur ressemblent, donc qui sont aussi des hommes en général. Moi, je sais que des collègues femmes qui ont trouvé une espèce de parrain, un mentor dans le milieu, c'est quand même très rare. Où ça peut se passer d'ailleurs très mal pour elles. Je conseille de se méfier de la fatigue de l'éditeur, d'envoyer la chose la plus aboutie possible. Alors, après, il y a un problème, c'est que quand on est jeune auteur,
on écrit ses premiers textes, quand on arrive à la fin, déjà, on est super fier de soi d'avoir réussi à finir un texte. On est généralement au bout de sa vie parce qu'on a tâtonné dans tous les sens et que, en fait, le texte, il s'est cassé la figure des tonnes de fois. On a fini par le bricoler dans tous les sens. Ça fait une espèce de patchwork où on voit les traces de couture, les raccommodages partout. Voilà, les premiers textes qu'on envoie quand on est jeune auteur, généralement, ils ressemblent à ça. À la fin, on envoie un truc qui ressemble à rien, qui est complètement inachevé, et on se dit mais j'ai fourni déjà tellement de travail dessus, j'y vois plus clair, je peux pas faire mieux. Et ça, c'est quand on débute. Et après, petit à petit, en fait, l'expérience va nous permettre non seulement de gérer, déjà on va aller beaucoup plus vite, hein, on aura des raccourcis, plus on travaille, plus on accumule d'expérience, meilleur on est en fait pour sortir une première ébauche. Et du coup, on n'aura pas épuisé toute son énergie dans cette première ébauche, et puis surtout, on sait que c'est quasiment que la moitié du chemin. C'est-à-dire que on n'a pas la naïveté de croire que quand on écrit le mot fin, c'est fini. On sait qu'en fait, c'est que la moitié du voyage. Et du coup, on s'est gardé une réserve d'énergie, ou si on se l'est pas gardé, on se repose le temps qu'on la trouve. Et on se garde une réserve d'énergie, en fait, pour finaliser le texte, pour enlever les passages, les redondances, les personnages qui servent à rien. Et ça, je dirais que c'est la différence entre un auteur expérimenté et un très jeune auteur. Moi, je dirais qu'il y a un conseil à donner à un jeune auteur, c'est quand vous avez terminé votre premier roman ou votre premier scénario, ne l'envoyez pas. Mettez-le dans un tiroir, écrivez le deuxième, et 1 an après, vous revenez sur le premier. C'est un bon conseil, mais généralement c'est pas trop tenable, parce que c'est vrai que quand on a fini un texte, on veut qu'il soit lu. Sur l'accompagnement des éditeurs, et je le vois moi en ayant depuis peu commencé une carrière d'éditeur, c'est vrai qu'au début on a un peu envie de sauver tout le monde et on reçoit des propositions de scénarios en l'occurrence qui sont, mais c'est pas là pour les romans aussi, qui sont moyens, mais où il y a quelque chose, et on se dit, allez, on va les pousser à bosser. Et c'est un mauvais calcul parce que ça engage une quantité de travail phénoménale de part et d'autre, souvent pour pas grand-chose, pour monter une petite marche. Et je crois qu'aujourd'hui, un éditeur, il prend quelque chose de bien, et s'il fait son travail, il amène à quelque chose de très bien. Mais il prend pas quelque chose de moyen pour en faire quelque chose de bien. Dernière question, Audrey, tu fais une newsletter. Ah oui. Que j'ai le plaisir de recevoir. Et dedans, il y avait un conseil sur la nécessité de tout expliquer au lecteur et qui parlait de Ponçon du Terrail. Est-ce que tu peux nous raconter ça brièvement ? Oui, c'est vrai, je fais une newsletter tous les mois des petits plaisirs de la vie et magie du quotidien, où je parle que très vaguement de mon actualité. Généralement, j'aime bien raconter des anecdotes extérieures et en particulier des anecdotes littéraires. Alors sur Ponçon du Terrail, Christophe pourrait vous raconter cette anecdote aussi bien que moi. C'est une légende qui court chez les scénaristes que j'entendais déjà quand j'étais étudiante, mais dont on n'a jamais trouvé la moindre trace écrite. Donc on ne sait absolument pas si cette légende a une base réelle dans la réalité, dans l'histoire. Ponçon du Terrail, c'est un auteur qui sévissait au XIXe siècle au moment des romans feuilletons. Les romans feuilletons, c'était les romans qui paraissaient dans les journaux tous les jours ou toutes les semaines. À l'époque, ça avait un succès extraordinaire. Faut vous figurer qu'évidemment, il n'y avait pas de radio, pas de télé, pas de salle de cinéma, donc peu de divertissement et peu d'accès à la fiction. Et donc, les gens étaient absolument passionnés par ces romans feuilletons qui étaient publiés dans les journaux. Ça faisait que, grâce à ces romans feuilletons, les journaux atteignaient des ventes absolument folles, qui ferait encore rêver aujourd'hui où la population est pourtant bien plus importante. Les gens, même quand ils ne savaient pas lire, en fait, se réunissaient dans les halls d'immeubles ou au travail. Il y en avait un qui allait acheter le journal et le meilleur lecteur ou celui qui savait lire tout court faisait la lecture à haute voix au milieu de petits groupes comme ça. Donc voilà, donc c'est ça se passe dans ce paysage de passion. Il y avait donc des romanciers qui écrivaient énormément dans ces journaux, qui faisaient des romans fleuves, pas toujours très équilibré, mais donc on avait déjà ce principe du cliffhanger de Tintin, que va-t-il se passer demain ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et Ponçon du Terrail était l'auteur d'une série autour d'un personnage qui s'appelait Rocambole, ce qui a donc donné rocambolesque dans notre belle langue française, et du coup, grâce à ça, vous pouvez avoir une idée de ce qu'étaient les aventures de ce héros. Ponçon du Terrail écrivait les aventures de Rocambole, qui avait un succès fou, mais comme à peu près tous les auteurs, il était très mal payé, et donc, comme à peu près tous les auteurs, il a réclamé une augmentation à son éditeur,
qui, comme tous les éditeurs ou presque, l'a envoyé se faire foutre en lui disant mais va mourir, je ne t'augmenterai pas même si je fais plein d'argent sur toi parce que de toute façon c'est pas toi qui décides et t'écris la suite. Et son terrain lui dit mais non, je ne veux pas écrire la suite, si tu ne m'augmentes pas j'arrête. Et l'éditeur lui dit j'en ai rien à carrer, des tâcherons comme toi il y en a plein la rue, il y a qu'à traverser la rue pour en trouver, donc si tu veux pas, eh bien je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre la suite des aventures de Rocambole. À l'époque il n'y avait pas de droit moral, l'auteur n'était pas propriétaire de son personnage. Là-dessus Ponson du Terrail lui dit puisque c'est comme ça je m'en vais, il s'en va, il claque la porte. L'éditeur de toute façon savait que le texte était sous presse, donc va lire le texte qui avait été mis sous presse à la dernière minute et se rend compte que dans le dernier épisode de Rocambole, les méchants ont attrapé Rocambole, l'ont attaché, enchaîné, enfermé dans une malle et jeté du haut d'une falaise dans la mer. La question, comment sortir le personnage de là? Qu'est-ce que ce petit salopard de Ponson du Terrail a prévu dans le prochain épisode? Donc il essaye de recruter d'autres auteurs pour dénouer la situation, et évidemment tous les auteurs qu'il recrute disent mais non mais on voit pas du tout comment faire, y a pas de solution, je sais pas ce qu'il a prévu, il a dû imaginer un truc mais quoi, non on peut pas faire ça. Donc évidemment échec. Il commence à y avoir évidemment la suite des aventures de Rocambole ne paraît pas, donc scandale, donc les gens s'énervent, donc les gens réclament la suite, et puis contraint et forcé, c'est ça qui fait dire aussi que c'est une légende, c'est qu'un éditeur contraint et forcé d'augmenter l'auteur, ça se croise pas souvent. Contraint et forcé, l'éditeur abdique et accepte d'augmenter Ponson du Terrail. Il dit bon très bien, t'as gagné ton augmentation, tiens voilà tes sous, maintenant écris la suite, je la veux sous presse demain. Ponson du Terrail s'exécute et le lendemain, on peut lire dans la presse, se sortant de ce mauvais pas, Rocambole remonta à la surface et patati patata. Et ça, c'est une leçon extraordinaire que les scénaristes ont retenu, c'est que d'abord faut vraiment en avoir sous la pédale pour négocier avec un éditeur et cette partie de là de l'histoire n'est pas très crédible, mais qu'en fait il faut pas s'attarder aux résolutions de l'énigme, ça doit pas être trop compliqué. L'important c'est que l'histoire avance, show must go on. Il y a je n'ai vu qu'une seule série télé dans Sherlock. Alors j'allais parler de Angel, la série spin-off de Joss Whedon, de Buffy contre les vampires. Et en fait, à un moment donné, le vampire Spike est devenu un fantôme. Et donc pendant une saison et demie, c'est un fantôme, il peut traverser les murs, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, Joss Whedon sent les limites du personnage, dit putain, j'aimerais bien lui donner un peu de consistance quand même. Un jour, il y a un colis qui arrive à l'agence des forces du mal ou je sais pas quoi dans laquelle il travaille. Et en fait, le colis est à son nom, donc évidemment, il peut pas toucher le colis, donc il demande qu'on lui ouvre le colis, et il reçoit une espèce de flash dans la figure d'appareil photo, et c'est tout. Et donc il dit, oh, ok, bon, il continue, il s'apprête à traverser le mur, et là, il se prend le mur en pleine poire, et il tombe à la renverse. Et en fait, il a retrouvé de la consistance, et il est redevenu, donc pas humain, mais vampire, on va dire, et d'un coup, il n'est plus un fantôme. Et ce point-là n'est jamais expliqué à aucun moment dans la série, parce que c'est pas le sujet, en fait. Et donc voilà ce principe appliqué à la lettre. Bon, mais c'est très bien de finir sur cette histoire que tu as fort bien racontée. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ta newsletter ? C'est tout simplement sur mon site internet, il y a un petit onglet newsletter, vous rentrez votre adresse mail et voilà. Et c'est qu'une fois par mois. C'est audrey@alouette.com, c'est ça ? Oui, voilà. Et c'est qu'une fois par mois, sauf quand je suis en retard, ou là c'est plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de l'année. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités et nous vous remercions pour votre fidélité. Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux auditeurs. Vous êtes plusieurs milliers à nous avoir rejoints, cela nous touche particulièrement. Un grand merci à vous. Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast et de nos invités, suivez-nous sur votre réseau social préféré. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, à voir ou à écouter. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, des articles fascinants, de quoi vous faire rire et pleurer, vous émerveiller ou vous questionner. Cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de la machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen pour nous de nous aider à grandir. Et si vous avez une minute, vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast
et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. C'est très utile pour nous. Avec un peu de retard, nous vous souhaitons une bonne année 2022 et nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!